Bienvenue sur la toile. Aujourd'hui on parle petite mise et gros profit, on va pas parler poker, on va parler production ciné et s'intéresser au cas Jason Blum. Bienvenue sur la toile, bienvenue donc, et merci, un grand merci pour l'accueil chaleureux, c'est le moins qu'on puisse dire, que vous avez réservé à la précédente émission. Alors, plus de remerciements en fin de diffusion. En attendant, on s'intéresse au système Blum, du nom de ce réalisateur hollywoodien, ce nouveau Golden Boy hollywoodien, qui transforme en or tout ce qu'il touche, et qui est tranquillement en train de devenir à lui seul une appellation d'origine contrôlée. Alors, Jason Blum, c'est un producteur tout jeune, enfin jeune, tout est relatif. Il a la petite cinquantaine bien tassée, il a commencé sa carrière en 95, il y a un petit quart de siècle, et il a commencé à exploser tranquillement au milieu des années 2000, au point d'avoir aujourd'hui quelque chose comme 170 crédits en tant que producteur. Alors un producteur, en France, on a toujours l'idée de ce mec un peu bedonnant, avec un gros cigare, un peu dégarni, qui arrive, qui fout un paquet d'oseille sur la table, et qui retire pas mal de blé si le film est un succès. En réalité, c'est à peu près ça, un producteur il arrive, il met de l'argent, il investit dans un projet, mais il peut être plus ou moins invasif sur un plateau. Un producteur, il peut tout à fait diriger une production au point que le réalisateur ne soit qu'un homme de paille, ou le producteur peut être aussi juste en retrait, histoire de laisser bosser les réalisateurs et les équipes avec lesquelles il travaille. On peut penser par exemple à Christopher Nolan. Christopher Nolan, il écrit, il réalise, il produit aujourd'hui ses projets, histoire d'avoir la mainmise sur tous ses films. On peut penser aussi à Kevin Feige. Kevin Feige, c'est un peu l'homme dont on parle en ce moment, c'est lui qui chapeaute tout l'univers Marvel. Alors, les réalisateurs vont et viennent, Scott Derrickson, Kenneth Branagh, les Russo Brothers, mais bon, Kevin Feige, c'est lui qui assure la continuité, il s'assure de la cohésion de tout l'univers Marvel, c'est grâce à lui que l'univers Marvel existe. Alors des réalisateurs, producteurs, tout ça, il y en a plein, hein. Ridley Scott, il produit aussi ses derniers films, enfin bon, bref. Jason Blum, il est plutôt du genre à rester en retrait, il est plutôt discret, mais il est tranquillement en train de s'extirper du cercle restreint des producteurs juste de petites péloches d'horreur bien fichues, au point de devenir un nom et d'avoir bâti sa carrière sur une idée toute simple: petit budget, promo bien huilée, égale grosse recette au box-office. Alors, grosse recette au box-office et belle manne financière pour lui, puisqu'il aligne en ce moment succès sur succès avec cette idée toute simple: petit budget limite la casse, mais pas l'audace. Il est un petit peu du genre à laisser les réalisateurs qu'il embauche en liberté, faire leur truc dans leur coin. Lui, il supervise un peu tout ça, mais de loin, puisque de toute façon, il engage assez peu d'argent sur ses projets. Alors, assez peu d'argent, il est connu pour ça, on parle de budget de 5 millions, des fois 3 millions de dollars, des fois un peu moins. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais un budget de 5 millions de dollars, c'est vraiment rien du tout. Pour les gros studios hollywoodiens, type Warner, Fox, Sony, 5 millions de dollars, c'est une pomme pour la soif, c'est vraiment rien. Un petit budget pour un gros studio hollywoodien, c'est du 15-20 millions. À titre indicatif, par exemple, Deadpool est considéré comme un petit budget dans les films de super-héros, il coûte quand même quelque chose comme 50 millions de dollars. Le dernier, un des X-Men, le Logan, dans l'univers X-Men, c'est considéré comme un petit budget, ou au moins un moyen budget, et ça coûte quand même 100 millions de dollars. Et les grosses prods hollywoodiennes peuvent coûter 120, 150, 180, 200 millions de dollars, parfois plus quand on s'intéresse aux Avengers, aux Marvel justement, ou même aux Star Wars. Bref, 5 millions ou moins, c'est vraiment ridicule, et ça peut paraître fou, mais c'est une idée totalement novatrice que de bâtir sa carrière de producteur avec des budgets aussi réduits. C'est une idée assez novatrice, surtout sur le long terme. En réalité, quand des producteurs débarquent, ou des nouvelles maisons de production débarquent, ils investissent un peu d'argent dans des projets, puis petit à petit, avec l'argent ramassé, ils réinvestissent dans des projets de plus en plus importants, jusqu'à changer carrément de catégorie. Alors on pense par exemple à Millennium, ils ont commencé avec des petits projets, des petites séries B télévisées un petit peu foireuses, et puis petit à petit, ils ont investi dans des films de monstres géants au début des années 2000, Spiders, Rats, Crocodile 2, des trucs de ce genre, avec un petit peu d'argent, histoire d'avoir des money shots pour les trailers, ça se vendait bien, c'était l'explosion du DTV et du DVD, et puis petit à petit, Millennium, ils ont commencé à produire des projets de plus en plus importants. Aujourd'hui, ils ont produit les 2 derniers Rambo avec Stallone, ils ont produit les Chutes de la Maison Blanche avec Gerard Butler, ils ont produit le Hellboy de Neil Marshall. Alors le Hellboy, on en pense ce qu'on veut, c'est pas forcément un grand film, mais enfin bon bref, c'est des projets de plus grande envergure. Alors bien sûr, Jason Blum, il a pas inventé le petit budget, il a pas inventé non plus le micro-budget, il y en a qui s'en sont fait une spécialité, on pense à Charles Benz et sa firme Full Moon, on pense à Kaufman
et la trauma, ou à notre maître à tous, Roger Corman. Mais bon, Roger Corman, comme Kaufman ou Charles Ben, il s'adresse quand même à un public assez restreint, à des aficionados de cinéma d'horreur, de petites péloches vraiment fauchées. Jason Blum, lui, il veut des films avec une plus grande qualité visuelle, il veut des films qui aient l'air d'en avoir coûté juste 10 fois plus, qui sortent sur les écrans et qui soient populaires, des succès populaires, voilà ce qu'il recherche. Alors dans le domaine du film d'horreur, bien sûr, il n'a pas inventé non plus le petit budget, hein. Toby Hooper avec Massacre à la tronçonneuse, ou Sam Raimi avec Evil Dead, avait des budgets extrêmement étriqués, hein. Sam Raimi, il tournait en forêt avec sa mobilette, des idées plein la tête, mais pas forcément de gros moyens. Mais les films sont devenus cultes sur le long terme. Alors Jason Blum, lui, c'est pas ce qu'il vise pas que ses films deviennent cultes sur le long terme, il n'a pas le temps d'attendre 10 ou 15 ans que ses films rencontrent un succès. Et travailler comme ça sur des petits budgets, ça paraît idiot, mais c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire en France, par exemple, pas du tout, hein. Il y a qu'à voir la réaction épidermique qu'avait eu Claude Chabrol quand on lui avait présenté l'addition de El Mariachi de Rodriguez à l'époque. Le film avait coûté quelque chose comme, je crois, 10 000 $, à peine. Le studio avait mis 200 000 après pour le sortir dans les salles, mais le film avait coûté quasiment rien, et Chabrol avait été estomaqué, il avait dit « Oh, c'est pas possible, j'y crois pas, c'est à peine le budget café sur un tournage français ». Ce à quoi j'avais envie de lui répondre, et ouais, Claude, tu as raison, en fait, en réalité, toi, quand tu filmes 2 personnes en train de s'embrasser sur un perron, tu déplaces 100 personnes. Il y a 20 personnes qui limitent la circulation des gens, t'as une régie, t'as des caravanes, t'as un éclairagiste, un perchiste, des caméramans, t'as toute une foule qui se déplace avec toi. Évidemment que ça, c'est le budget café d'un tournage français. Mais finalement, cette façon de voir, c'est la même aux States, hein. Aux States non plus, comme je vous le disais, on sait pas faire ces petits budgets. 5 millions et moins, c'est cantonné en principe au DTV. C'est pas des choses qui sortent dans les salles et qui rencontrent un vrai succès. Pour un studio, par exemple, Amityville, le remake avec Ryan Reynolds et Melissa George, c'est un 2 pièces cuisine, les acteurs sont là tous les deux pour ce film absolument chiant et ennuyeux, il se passe rien, il y a rien dedans, et ça coûte quand même quelque chose comme 20 millions de dollars, donc 5 millions de dollars, c'est vraiment rien. Alors forcément, du coup, une petite production indépendante qui débarque et qui ramasse, qui brasse large, qui a un succès populaire tout de suite, sans avoir rien coûté, il y en a une tous les 15 ou 20 ans. Et on pense tout de suite au projet Blair Witch. Bien sûr, le projet Blair Witch, ça coûte 60 000 $, ça en ramasse quelque chose comme 150 millions rien qu'aux States, 250 millions tout autour du monde, donc c'est un vrai succès. Je crois que c'est d'ailleurs toujours un des 3 films les plus rentables de tous les temps. Alors bien sûr, le projet Blair Witch sera un bel exemple à suivre pour Jason Blum. Le projet Blair Witch, c'est surtout une promo bien huilée. Je me rappelle, à l'époque, moi j'étais à Montréal, j'avais voulu aller au festival Fantasia, en avant-première pour le voir, il y avait de la promo sur ce film absolument partout, au dos des comic books, tout ça, il y avait ces espèces d'arbres un peu fantomatiques, le film le plus effrayant que vous verrez jamais. Je me suis dit, wow, qu'est-ce que c'est que ce film? Et puis en réalité, j'ai jamais pu avoir de place, j'ai attendu quelque chose comme 3 mois pour pouvoir le découvrir. Alors bon, la douche a été un peu froide, c'est vrai que 1h20, je me suis dit, ah ouais, d'accord, tout ça pour voir une fille en gros plan avec la goutte au nez, filmé caméra à l'épaule, ça m'avait un peu déçu. Ceci dit, il y avait quand même de belles choses dans le projet Blair Witch, et surtout, une promo bien huilée. C'était censé être le film qui avait fait flipper Spielberg au point qu'il en perde le sommeil, soi-disant qu'il avait reçu un DVD hanté, le pauvre petit, il n'arrivait plus à endormir la nuit. Voilà la promo de Blair Witch. Et c'est donc là une recette qui a cartonné, une recette que Jason Blum n'oubliera pas. Et donc en 2007, quand il produit Paranormal Activity, c'est bien évidemment du côté de Blair Witch qu'il lorgne. Alors Paranormal Activity, c'est 4 fois moins que le budget de Blair Witch, hein. C'est 15 000 $ de budget, mais là on est carrément dans l'escroquerie totale, hein. 1h30 à attendre en vain qu'une porte grince, supercherie totale, il n'y a pas de rythme, les acteurs ont une sorte de non-jeu, il n'y a pas de musique, pas d'ambiance, on s'emmerde ferme. Je pense que tous ceux qui l'ont vu se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, au bout d'un moment, j'ai joué de la télécommande, hein, j'ai accéléré. Paranormal Activity, c'est juste nul. Il n'empêche que ça coûte 15 000 $, que ça en rapporte plus de 100 millions rien qu'aux États-Unis. C'est une affaire très juteuse, qui engendrera même par miracle quelques suites. Alors Jason Blum, il est quand même pas idiot, hein. Il sait qu'il pourra pas réitérer l'exploit plusieurs fois de suite, il sait qu'il lui faut du neuf, du 109, il sait que le côté fun footage, là c'est carrément du fun footage de gueule, il sait que la recette va pas marcher plusieurs fois. Alors je sais,
Paranormal Activity a engendré 4 ou 5 suites, bien entendu. Mais Jason Blum, il sait qu'il ne pourra pas capitaliser que sur ce genre de film, il va chercher à se renouveler, à se transformer, et sa carrière va véritablement décoller en 2010 avec Insidious. Bah oui, Jason Blum, il a attendu une petite quinzaine d'années pour en arriver là, il développe donc une recette, et cette recette, elle est basée sur des principes assez simples. Il produit des films à tout petit budget, comme on l'a vu, sans stars, peu de stars, ou alors des stars sur le retour, ou alors des acteurs qui prennent pas cher, une bonne promo, une promo bien rodée, là par contre il s'investit complètement dans la promo de ses films, et surtout des artisans de qualité à la barre. On va chercher des réalisateurs qui ont le vent en poupe, des réalisateurs en devenir, ou des réalisateurs au contraire qui ont fait leurs preuves par le passé et qui ont du mal à bosser aujourd'hui. Et du coup, à partir de 2010, Jason Blum développe ses 4 commandements qui sont un petit peu sa recette de fabrication maison. Ces commandements pour produire des petits budgets. Alors, en premier lieu, limiter le nombre de lignes dialoguées. Pour lui, un acteur qui parle, c'est un acteur qui prend plus cher, alors on va limiter le nombre de dialogues dans le scénario. Deuxième commandement, un seul lieu de tournage. On va pas déplacer sa caméra aux 4 coins du monde, ça c'est pas le style de la maison, on va rester dans une maison, dans un village, on va essayer de tourner dans un seul décor. 3, on paye les acteurs le minimum légal, on les paye le salaire minimum, et éventuellement on leur propose un intéressement sur les profits. Alors ça c'est une méthode qui marche bien aujourd'hui, hein. Ça marche bien avec Tom Cruise, il fait ça systématiquement, ça marche bien avec Robert Downey Jr., ça marche avec tout un tas d'acteurs. Chez Blum c'est la règle, hein. Par exemple Ethan Hawke, il bosse que comme ça, hein. Donc The Purge, Sinister, il bosse beaucoup avec Blum, et il bosse que comme ça. Mais du coup, il doit bien s'en sortir, puisque les films sont systématiquement des succès, donc en règle générale, je pense qu'il en tire les marrons du feu. Et le 4e et ultime commandement de Jason Blum, le sacro-saint des saints, c'est ne jamais dépasser le budget. On ne dépasse pas le budget dans un film, on ne règle pas les problèmes en réinjectant plus d'argent, au contraire, on va essayer de bricoler, de résoudre les problèmes de façon créative. Et quel meilleur vecteur pour faire ça, pour appliquer ces commandements, que le cinéma d'horreur. Le cinéma d'horreur, c'est souvent des tout petits budgets. Le cinéma d'horreur, c'est complètement ignoré, délaissé par les grands studios. Donc il y a vraiment une niche où s'installer. Jason Blum, il va creuser ce sillon-là. Et pour moi, sa carrière démarre vraiment en 2010 avec Insidious. Alors Insidious, c'est 1,5 million de budget, hein. C'est vraiment 1,5 million, il n'y a rien du tout. Le film sur l'écran a l'air d'en avoir coûté juste 10 fois plus. 1,5 million de budget, 54 millions de dollars de recettes rien qu'aux États-Unis, et voilà Jason Blum lancé. Et après, il enchaîne. Alors c'est parti. Sinister, très bon film avec Ethan Hawke. The Purge, il y aura au moins 4 films, bientôt un 5e. Il y a eu une série télé, 2 saisons qui ont bien marché. Lords of Salem, l'un des derniers Rob Zombie. Alors Rob Zombie, quand il va le chercher, il a plus trop le vent en poupe. Il est un peu ignoré par les studios. Ses derniers films n'ont pas trop marché. On lui file 1,5 million. 1,5 million pour faire Lords of Salem. Alors Lords of Salem, je sais qu'il divise pas mal les fans. On aime ou on n'aime pas, mais enfin, je veux dire, sur l'écran, c'est un film visuellement qui est quand même extrêmement beau, qui tient la dragée haute au meilleur film d'épouvante des années 70. C'est une réussite, et ça n'a coûté qu'1,5 million. Whiplash, c'est pas du tout un film d'horreur, hein, mais Whiplash, c'est Jason Blum qui l'a produit, c'est un film qui a eu des récompenses un petit peu partout, ça coûte 3,3 millions, hein. Whiplash, ouais, le film sur le batteur, avec J.K. Simmons colérique et Miles Teller, ça coûte juste 3,3 millions. N'importe quel studio aurait fait ça pour 15, 20, 25 millions. The Visit, ça coûte 5 millions. On va chercher Shyamalan limite dans le caniveau, quand plus personne veut bosser avec lui. Ses derniers films se plantent, il est devenu la risée de tout le monde. On va le chercher, on lui offre 5 millions. Alors pour moi, The Visit, c'est pas son meilleur film, loin de là, c'est un fun footage très classique, mais enfin ça se regarde, et pour 5 millions, c'est quand même très 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 fréquentable. Get Out, ça coûte 4,5 millions, le premier film de Jordan Peele. Alors Jordan Peele, la nouvelle sensation du cinéma d'horreur, 4,5 millions, j'ai revu le film dernièrement, c'est proprement hallucinant, je veux dire, on dirait pas que le film a coûté 4 millions. La séquence de l'hypnose avec la petite cuillère, elle est hallucinante, c'est un film qui est très beau plastiquement. Alors après, j'ai moins suivi Jordan Peele, j'aime moins ce qu'il fait après, mais celui-là était excellent, il a coûté que 4,5 millions. Et Jason Blum a enchaîné comme ça. Alors il y a des projets qui coproduisent avec des plus gros studios, hein, bien évidemment. Le dernier Halloween, c'est lui, la dernière trilogie Halloween. Le Halloween avec Jamie Lee Curtis, ça coûte quelque chose comme 10 millions, c'est quand même juste rien, mais il y a quand même Jamie Lee Curtis, il y a d'autres studios qui participent.
Mais bon, 10 millions. Split de Shyamalan, ça coûte 9 millions. Il investit dedans, et Shyamalan, il hypothèque sa maison quand même pour participer au projet. Donc Split, c'est ça qui relance un peu Shyamalan. Invisible Man, le dernier film de Lee Whannell, c'est quand même 7 millions de dollars de budget. 7 millions, c'est pas grand-chose. Quand on pense que Hollow Man, au début des années 2000, alignait un budget de 100 millions de dollars, je veux dire, alors, Hollow Man, ça a quand même une autre tenue visuelle. Enfin, quand vous comparez aujourd'hui Invisible Man et Hollow Man, il n'y a pas tant de différence que ça. Il y en a un qui coûte 100 millions, l'autre coûte 7 millions. C'est juste le grand écart, quoi. Alors Jason Blum, comme ça, il relance les carrières. Il va chercher James Wan au moment où on le connaît pas trop. Il va chercher Rob Zombie, Shyamalan. Il va chercher Barry Levinson, quand le mec a plus de projet. Il va chercher des réalisateurs comme ça. Il relance des carrières. Et pourtant, il se fait régulièrement briser. Jason Blum, il y a une espèce de snobisme autour de lui. Ouais, ses pellicules se ressemblent toutes. Il n'y a pas d'originalité dans ses projets. Il fait des projets à destination des teenagers, tout ça. Alors moi, je suis pas du tout de cet avis. Moi, Jason Blum, je le défends bec et ongle. Je dirais plutôt que Jason Blum, c'est un peu ce qui est arrivé de mieux au cinéma d'horreur dernièrement. Je veux dire, certes, Jason Blum, il aligne les péloches. Il y en a plein. Mais alors, il y a à boire et à manger. Il y a à prendre et à jeter. Alors, il y a des projets qui sont restés sur les étagères des années, comme Incarnate, par exemple. C'était pas bien brillant. On comprend que ça soit resté dans les tiroirs, mais enfin, au final, il reste toujours 2-3 scènes. J'ai jamais vu un Jason Blum qui soit ouvertement vraiment nul. La plupart des péloches qu'il produit sont de bonne qualité, et on a même affaire à quelques grands films. Aujourd'hui, on a de la chance. Il y a 1 ou 2 productions Blum qui sortent par mois, et là-dedans, il y a des grands films, il y a des très grands films. Moi, je me rappelle de ce que disait Christophe Gans en répondant à Le Maire dans une interview, où Le Maire lui disait « Mais tu te rends compte, tous les films que t'as chez toi, t'auras jamais le temps de tout voir ?» Et Christophe Gans lui répondait « Ouais, mais moi, je suis un enfant de la diète. » Et effectivement, moi je me sens comme ça, comme un enfant de la diète. Il y a un moment où c'était dur de voir certains films. On voyait peu de cinéma d'horreur. J'ai mis des années à voir Evil Dead, des années à voir des petites péloches comme Le Couloir de la Mort ou Trauma. The Blade, j'ai attendu qu'un pote me le ramène en cassette vidéo. Enfin bon, bref, c'était pas facile de voir ce genre de film. Aujourd'hui, on a des petites séries B d'horreur qui sortent tous les mois. Grâce à Jason Blum, on en a à se mettre sous la dent. Alors elles sont pas toutes bonnes, mais il y en a qui sont tout juste excellentes. Et d'ailleurs, si on devait dresser un top 10 de ses productions, ah bah tiens, je vais le faire au pied levé, un top 10 des productions de Jason Blum. Et ben en 10e, je mettrais par exemple The Bay. The Bay, c'est une sorte de thriller écologique. Alors justement, c'est réalisé quand même par Barry Levinson. Barry Levinson, c'est quand même le mec qui est derrière Sleepers, Sphere, Good Morning Vietnam, Rain Man par exemple. Alors il trouve plus de boulot, il tourne moins, Jason Blum va le voir, et on lui fait réaliser un petit found footage. The Bay, c'est excellent, vous pouvez le trouver dans toutes les solderies pour 1 euro ou 2, je veux dire en Blu-ray. C'est un film qui tient bien la route, je l'ai revu dernièrement, c'est très très bien mené, très bien monté, c'est une sorte de reportage. Une fable écologique en forme de mise en garde qui résonne particulièrement bien aujourd'hui, surtout à cette époque Covid. Il n'y a pas de fin ouverte à la Carpenter. Alors je vais essayer de pas trop vous parler des films là en détail pour pas vous les spoiler si vous les avez pas vus, mais The Bay, ça se regarde très bien. C'est pas le film du siècle, franchement, ça reste quand même une espèce de reportage télévisé d'1h20, mais c'est extrêmement bien foutu. Il y a des séquences limite d'anthologie, c'est extrêmement bien fait, bien mené. The Bay, moi j'ai beaucoup aimé, et je le mettrais à juste titre à la 10e place. À la 9e place, je dirais Get Out de Jordan Peele. Alors c'est pareil, ça coûte pas cher, Jordan Peele il est pas connu, c'est son premier long, il arrive, si vous voulez des films d'horreur, moi j'en ai écrit tout un tas, on lui donne carte blanche, le mec il fait Get Out, il y a une maturité dans la mise en scène, c'est absolument incroyable. Alors après, je trouve que aujourd'hui, il se la pète un peu. Moi, Us, j'ai vraiment pas aimé. Je trouve que les projets qu'il produit sont pas intéressants. Ça vendange sur des terres que j'aime pas trop. Je veux dire, c'est pas super intéressant. Mais Get Out, c'est un tour de force. Alors, évidemment, à la fin du film, sans rien en dire, si par hasard vous l'avez pas vu, j'aurais pas plongé forcément dans ce côté un peu scientifique, avec cette espèce de laboratoire, tout ça. J'aurais plutôt été dans le mysticisme à fond, avec cérémonie vaudou, ou quelque chose comme ça. Mais enfin bref, le film tient la route, il y a des purs moments, c'est vraiment bien foutu. En plus, ça fait plaisir de voir des acteurs qu'on n'a pas déjà vus partout, des têtes un peu fraîches. Vraiment, c'est une réussite. En 8e, The Purge, premier du nom. Alors, j'aime beaucoup le The Purge 2 et 3, avec Frank Grillo, mais les suites sont plutôt orientées action, on parle plutôt de démarquage de New York 97. The Purge, premier du nom, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'apprécient pas, moi je trouve que c'est extrêmement réussi. Quand j'avais lu le pitch à la base,
une nuit par an, on a le droit de tuer, de violer, de brûler, tout ce qu'on veut. Je m'étais dit, ça tiendra pas la route une seconde. Au Cinoche, franchement, 5 à 10 minutes, j'étais dedans. Ça passait complètement, je me suis dit, ouais, c'est tout à fait probable, c'est crédible, ça passe bien. Ethan Hawke, Lena Headey, ils sont parfaits dans leur rôle. C'est une espèce de pièce de théâtre, un huis clos un peu étouffant, bien foutu, des fois un peu lourd d'explications, mais enfin c'est excellent, vraiment. The Purge, pas étonnant qu'après ça ait lancé toute une mythologie, une série télé, c'est une grosse réussite. En 7, je mettrais Sinister. Sinister, toujours avec Ethan Hawke. C'est un film très dérangeant, complètement glauque. Alors en même temps, quand dans les films il y a des enfants, je trouve ça souvent un peu glauque, malsain, un peu dérangeant, des enfants possédés, des enfants démons, tout ça. Là c'est un peu la perversion de l'innocence, le démon est très très bien, c'est vraiment flippant, mais plus que flippant, c'est malsain, un peu glauque. Ethan Hawke il plonge dans son délire avec ses bobines Super 8, chaque fois qu'il met une bobine, il y a cette espèce de bruit, on a comme des pauses pendant le film où on découvre ces films absolument atroces. La fin est inoubliable. Alors il y a eu une suite qui était beaucoup moins bonne, mais le premier Sinister est vraiment bon. On le doit à Scott Derrickson, hein, qui est parti quand même après réaliser par exemple Doctor Strange, donc il est parti vers d'autres horizons. Mais Sinister, ça reste une très belle découverte. En 6, je dirais Happy Birthday. Happy Birthday, c'était un film pareil. J'aurais même pas voulu y jeter un œil, je me suis dit, oh, encore un truc de boucle temporelle, on l'a épuisé jusqu'à la corde, franchement le côté un jour sans fin, la boucle temporelle, on l'a vu, on l'a trop vu, et surtout dans le cinéma d'horreur, hein. En fait dans le cinéma d'horreur, il y a tout un tas de petites séries B qui utilisent cet artifice avec la boucle temporelle, comme ça, à des fins horrifiques, je trouve que ça fonctionne rarement. Là c'est une grosse surprise, c'est un film léger, marrant, l'actrice Jessica Rothe est vraiment bonne, c'est extrêmement bien écrit, j'ai trouvé ça très bien, c'est une espèce de film à tiroir, c'est très très bien foutu, c'est un mélange avec une comédie teenage, mais ça passe vraiment bien, c'est un peu joyeux, il y a un côté John Hughes dans tout ça, et en même temps ça reste un vrai film d'horreur. Alors l'exercice est un peu difficile, hein, des fois, d'arriver à jongler. C'est un exercice d'équilibriste que de jongler entre horreur et comédie. Là, le film y arrive parfaitement. Bref, je trouve qu'Happy Birthday, c'est un excellent film. En 5e place, je dirais Ouija 2, Les Origines. Alors, pourquoi pas le premier? Parce que le premier est tout bonnement nul. Le premier Ouija est sans intérêt, franchement, c'est un mauvais Jason Blum. Moi, je l'ai vu, j'ai fait, ouais, bon, voilà, sans originalité aucune, sans intérêt. Le 2, j'y ai jeté un œil tout simplement parce qu'il y avait Mike Flanagan à la barre. Alors Mike Flanagan, il m'avait fait une grosse impression avec son premier film, son premier long. Là, il réitère l'exploit, je veux dire, prendre une suite d'un mauvais film pour en faire un film de cette qualité-là, c'est absolument incroyable. Alors Mike Flanagan, il a une grosse qualité, c'est qu'il s'intéresse vraiment, vraiment à ses personnages. Il y a cette espèce de côté intimiste dans le film, on n'a pas envie qu'il arrive de malheur à cette famille, et pourtant, bon, le malheur va bien sûr s'abattre sur elle, puisqu'il s'agit d'une mère et ses filles, mais ça me fait penser un petit peu à Conjuring 2. Dans Conjuring 2, il y a cette scène avec Patrick Wilson qui joue de la guitare, un petit moment comme un break au milieu du film, très intimiste, qui passe bien, qui nous fait plonger un petit peu dans le quotidien des personnages. Là, ça fonctionne très bien aussi, je trouve que c'est un très bon film, et c'est dû en particulier à Mike Flanagan. Mike Flanagan, il a réalisé des adaptations de Stephen King, beaucoup de films pour Netflix, c'est que des réussites à chaque fois, et là, Ouija, Les Origines, ça fonctionne à plein. En 4e, je dirais Upgrade de Lee Whannell. Alors, c'est un film, une espèce d'ovni, ça tient de la science-fiction, c'est un peu comme si Ex Machina rencontrait Drive. Drive, c'est une petite péloche avec Marc Dacascos, où il se fait greffer un espèce d'ordinateur qui lui donne des super pouvoirs, c'est une péloche d'action qu'on doit à Steve Wang au début des années 2000, extrêmement bien foutu, ça a tout pour être une série Z et c'est plutôt bien foutu. C'est un film dans ce genre-là. On est dans un récit de science-fiction, on est dans un récit d'horreur parce que c'est extrêmement violent et surtout dans une putain de péloche d'action. Ça bouge bien, il y a des scènes de combat qui sont extrêmement bien filmées, la mise en scène est brillante. Je peux pas trop vous en parler, j'ai beaucoup aimé la fin, j'aime beaucoup le film, d'ailleurs je crois qu'il y a une série télé qui est en développement actuellement autour de Upgrade, mais c'est totalement mérité, hein. Le film, c'est un choc, hein. On le prend littéralement dans la gueule, c'est vraiment, vraiment violent, vraiment rentre dedans, c'est extrêmement bien foutu. Upgrade. En 3e place, on rentre dans le tiercé de tête. En 3e place, je dirais Oculus de Mike Flanagan, c'est The Mirror en French. Alors Oculus, c'est simple, on a fait ce qu'on fait souvent. Jason Blum va voir Mike Flanagan, t'as réalisé un petit court-métrage qui a fait parler de lui. Est-ce que tu veux venir réaliser
la version longue de ton cours, et ben le mec dit oui, il vient, il réalise Oculus. Moi, Oculus, j'ai trouvé ça absolument brillant. Dans le fond comme la forme, c'est extrêmement bien foutu. Cette espèce de miroir maléfique qui pervertit le sens de la réalité des gens qui l'entourent. Un frère, une sœur, ce miroir-là qui va les faire plonger en plein cauchemar. Je veux dire, c'est brillant. Il y a des artifices de mise en scène qui sont vraiment bons. Ces plantes-là qui fanent quand elles rentrent dans la sphère d'influence du miroir. Il y a des scènes absolument mythiques, je veux rien vous en dire, mais il y a une scène où l'héroïne croque une pomme, c'est juste absolument dégueulasse. Et pourtant, il n'y a rien de graphique, hein. On n'est pas dans Saw, c'est pas du torture porn, c'est vraiment un film d'épouvante à l'ancienne, une grosse ambiance. Là encore, les relations familiales sont particulièrement bien vues, c'est extrêmement bien foutu. Oculus, si vous ne l'avez pas vu, plongez tout de suite, c'est une des meilleures péloches d'horreur que j'ai vues ces 10 dernières années. En deuxième place, puisque je ne l'ai pas encore cité, je dirais The Gift. Alors The Gift, c'est un espèce de film très étrange parce que ça tient pas vraiment ni du film d'horreur, ni c'est plus dans le drame psychologique. Ça a été vendu comme un home invasion, ce que c'est pas du tout. C'est un film qu'on doit à l'Australien Joel Edgerton. Alors Joel Edgerton, il écrit le film, il le réalise, il joue dedans, il faut voir comment il joue. Son personnage est absolument incroyable. Alors, The Gift, ça parle de quoi? Ça parle des bullies. Les bullies, c'est ces caïds de cours d'école qu'on a vu dans tous les films. C'est Biff Tannen dans Retour vers le futur. C'est les mecs d'American Pie. C'est ces caïds de cours d'école qui viennent écraser la tête des plus faibles dans leur casier. Alors, des bullies, on en voit dans toutes les productions américaines, mais en réalité, les bullies, il y a peu de films, moi j'en connaissais pas avant, qui se sont penchés sur le fait que deviennent les bullies, que deviennent ces mecs-là quand ils laissent leur passé derrière eux, et surtout que deviennent leurs victimes. C'est un film qui traite de ça. Alors au début, on pense qu'on va avoir affaire à un home invasion, on se retrouve avec un jeune cadre, Jason Bateman, très bien dans le rôle, avec sa femme, une femme magnifique, ils vont avoir un enfant, ils ont une belle maison, il a une belle situation, une belle voiture, on est forcément sous l'emprise de son charisme, et arrive ce mec un peu maladroit, un peu malsain, un peu glauque, Gordo, joué par Joel Edgerton, qui va petit à petit lui dire « mais on était potes ensemble à l'école », et puis il va s'immiscer un petit peu dans leur vie. Et le film est très clairement découpé en 3 actes. Hein. Vous avez le premier acte, découverte, vous êtes sous l'emprise, comme je vous disais, du charisme de Jason Bateman. Et puis après, vous avez le côté un peu home invasion, un peu trouble, mais il reste encore les dernières 45 minutes, et les dernières 45 minutes du film, c'est vraiment une inversion de point de vue qui fait que vous allez commencer à vous dire « mais en fait, ce mec c'est un connard, quoi, c'est un type pas fréquentable, c'est pas une belle personne, il est pas sympa avec sa femme, professionnellement il est prêt à balayer tous les gens qui se trouvent sur son passage, il est prêt à mentir, à tricher. » En fait, vous allez vraiment vous dire « mais ce mec, c'est pas un type bien, quoi. » Et finalement, le film, il se bâtit là autour, cette inversion de point de vue, c'est très très malin. Alors il y en a qui le trouvent un peu chiant, moi je trouve que c'est extrêmement bien ficelé, j'ai adoré toute la séquence finale. À la fin, on est un peu triste pour l'un des personnages, on est moins triste pour l'autre, finalement on se dit ben il a reçu ce qu'il méritait, c'est vraiment une espèce de fable qui s'apprécie, c'est pas un film avec un gros rythme, il faut s'asseoir, il faut profiter du voyage, essayer de le voir, c'est un très très bon film, The Gift. Et en dernier, en première place de ce classement, je mettrais Insidious. Je lui avais réservé volontairement la première place. Insidious, c'est tout le cinéma de Jason Blum résumé en une péloche. 1,5 million de budget, 1,5 million, le film a juste l'air d'en avoir coûté 10 fois plus, alors quelquefois, il montre un peu l'étroitesse de son budget, hein, quand on plonge dans l'autre monde, forcément, avec ces espèces d'effets de fumée, ça fait un petit peu cheap, et en même temps, ça crée un univers, je veux dire, on plonge dans cet univers, cette fumée participe à ça, cette maison perdue dans la brume, ça fonctionne, le démon, moi je trouve qu'il fonctionne, je trouve que tout fonctionne dans ce film, et d'ailleurs, c'est un film fondateur, hein. Je trouve que c'est un film fondateur, comme pouvait l'être au niveau des effets spéciaux Terminator 2, Jurassic Park, ou dans leur concept des films comme Die Hard ou Predator. C'est un film fondateur qui a engendré tout un tas de fausses suites et de copies, tout ça. D'ailleurs, autant se l'avouer, sans Insidious, pas de Conjuringverse. Hein. Conjuring, c'est Patrick Wilson et James Wan à la barre. Insidious, c'est Patrick Wilson et James Wan à la barre. Je veux dire, Universal, ils ont su sur quoi copier quand ils ont voulu un succès. Hein. Et pour tout vous avouer, moi j'ai cru pendant très longtemps que Conjuring c'était une production Bloom, ce que c'est pas du tout. Hein. Tout l'univers Conjuring, La Nonne, tout ça, c'est pas Bloom. D'ailleurs, Conjuring, j'aime beaucoup les films, mais après, La Nonne, Annabelle, tout ça, c'est vraiment pas bon. C'est beaucoup moins bon que des productions Jason Blum. Enfin bref, Insidious, ça fonctionne, c'est surtout un film d'artisan. Je veux dire, on va chercher James Wan, il avait quelques films derrière lui, Death Silence, Death Sentence, Saw.
il marchait un petit peu, il commençait à se faire un nom, on le prend sur ce projet, et franchement, ça fonctionne, il fait tout sur le plateau, il y a très peu de CGI, il nous fait des tours d'illusionniste, il y a des scènes absolument étonnantes, ce démon qui fait les 100 pas sur le balcon, puis qui d'un coup rentre dans le cadre, super flippant, là où Rose Byrne monte les marches 4 à 4, arrive, ouvre la porte, et puis là on voit le landau, on met un moment avant de se rendre compte qu'il y a une silhouette au-dessus du berceau, et franchement, dans la salle, tout le monde a eu un moment de recul comme un retardement. Vous avez cette espèce de partie de cache-cache avec un lutin et Rose Byrne qui sort les poubelles, c'est extrêmement bien fait, c'est plutôt innocent, mais ça vous met mal à l'aise. D'ailleurs, tout le film fait relativement peur. J'arrive plus trop à avoir peur au cinéma comme quand j'étais gamin, mais là, pour le coup, le film me mettait un peu mal à l'aise. C'était vraiment bien foutu. Dès le début, avec ce gros lettrage sur l'écran, ça fonctionne à fond. Insidious, c'est un film aujourd'hui qui se revoit très bien. Alors, bien sûr, j'aurais pu vous parler de tout un tas d'autres films. J'aurais pu vous parler aussi de Jezabel, que j'ai bien aimé. J'aurais pu vous parler de Split, par exemple, qui a relancé Shyamalan. J'aurais pu vous parler de Creep 1 et 2, rien à voir avec le film de Christopher Smith. Creep, c'est une série de films fun footage, mais c'est extrêmement malaisant. J'aurais pu évoquer The Town That Dreaded Sundown. Alors, c'était un film culte des années 80. Là, on en fait une espèce de variation plutôt réussie. J'aurais pu parler d'Invisible Man, qui est vraiment pour moi une réussite. Et c'est ce genre de réussite qui fait tranquillement aujourd'hui de Jason Blum un poids lourd de la prod, c'est une force en devenir, c'est un producteur bien installé, qui a participé à des anthologies télévisées, à des séries, et qui vient par exemple de signer un très gros contrat, un contrat très juteux avec Amazon. Alors là par exemple avec Amazon, le service de streaming d'Amazon, il applique sa recette à la lettre. Covid oblige, il peut pas sortir Halloween Kills, la suite d'Halloween avec Jamie Lee Curtis, la concurrence ne peut pas sortir Conjuring 3, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'installe sur le service de streaming et il propose 4 films, 4 petites péloches, qui arrivent comme par hasard à la période d'Halloween. Des doubles programmes à chaque fois, il y en a un le 6 octobre, je crois, et les deux autres une semaine plus tard. C'est des films comme Evil Eye, The Lie, Nocturne ou Black Box, et tout ça sous son nom propre. Son nom est en train de devenir une marque, c'est Welcome to the Blumhouse, présente, Nocturne, tout ça quoi. Un peu comme ce qu'il avait fait dernièrement avec Fantasy Island, l'espèce de variation sur la série des années 70, L'île fantastique. Il en a sorti un film, Fantasy Island, c'était Blumhouse présente Fantasy Island. Donc son nom, comme je le dis, est vraiment en train de devenir une marque. Et c'est normal parce que finalement, il s'investit tellement dans ses projets, alors il laisse une entière liberté créative à ses réalisateurs, mais il s'investit dans ses projets. On le voit souvent dans les making-of, il est aujourd'hui souvent interrogé, il est en première ligne quand il s'agit de défendre ses productions. Dernièrement, je l'ai encore vu sur un site de comic books, en train de répondre aux gens qui lui demandaient des nouvelles de Spawn, parce que c'est lui qui va produire la prochaine adaptation de Spawn. Il expliquait de manière très intelligente en quoi il y avait des réécritures pour Spawn, étant donné le contexte actuel en ce moment, avec les tensions raciales, les revendications Black People et compagnie, en quoi il pouvait pas se planter avec Spawn, et en quoi il faisait en ce moment même des réécritures. Et c'est là qu'on voit qu'il défend bien ses projets, il est en première ligne quand il s'agit d'en parler, quand il s'agit de les évoquer ou de répondre à des questions sur des plateaux télévisés et compagnie. Et puis ses productions, je vous dis, c'est 1 ou 2 par mois. Là, il y a la bande-annonce de Freaky qui vient encore de tomber. C'est un succès assuré, hein. Freaky, c'est une démarcation de Freaky Friday avec Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan, la mère et la fille qui intervertissaient leur corps. Là, c'est pareil, c'est une étudiante qui intervertit son corps avec celui d'un serial killer joué par Vince Vaughn, qui a l'air en très grande forme. Ça a l'air vraiment d'être un film 100% fun. Bref, ça a l'air très bon. Si vous voulez jeter un œil à la bande-annonce de Freaky, je vous encourage. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. J'espère que vous aurez envie de jeter un œil à la filmo de l'ami Bloom. Il y a pas mal de petites péloches à découvrir, à redécouvrir. Si j'ai oublié certains titres que vous connaissez dans mon top 10 ou dans les films que j'ai évoqués, n'hésitez pas à me le dire. Faites-moi votre petit tiercé de tête à vous. Peut-être qu'il y a des films que j'aurais pas vus. Je pense que j'ai vu une grosse partie de sa filmo, mais il y en a peut-être que j'aurais pas vu et que j'aurais envie de découvrir. N'hésitez pas. Et j'espère qu'au final, là, vous vous direz qu'il n'y a pas qu'un seul Jason qui compte dans le cinéma d'horreur aujourd'hui. Il me reste plus qu'à vous encourager à aller au cinéma, éclatez-vous, voyez des films, et moi je vous dis à la prochaine sur cette même chaîne. Ciao! Oui alors, j'avais dit remerciement en fin d'émission, un grand merci à vous tous. Vous avez chaleureusement accueilli l'émission précédente consacrée à Tenet. Alors ça méritait peut-être pas ça, vous avez été nombreux, à mon échelle, hein, cette chaîne c'est un bébé, vous avez été nombreux à
à visionner cette émission. Je vous remercie. Je remercie particulièrement tous ceux qui ont mis des petits pouces. C'était vraiment sympa. Vraiment, vraiment sympa. L'éclairage n'était pas top. L'émission n'était pas top. Vous avez été super sympa. Je remercie aussi les 2 personnes qui ont mis des pouces en bas. Vous auriez pu m'expliquer pourquoi vous aviez mis des pouces en bas, limite en commentaire, me dire j'aime pas ta tronche, j'aime pas ce que tu dis, je suis pas du tout d'accord avec toi sur le film. Ça aurait été un peu mieux, mais bon, moi ce que j'aime pas c'est l'indifférence, à la limite les réactions j'aime bien, quelles qu'elles soient. Et puis un énorme merci aux quelques curieux qui se sont abonnés. Alors là vous êtes carrément des foufous, parce que cette chaîne elle démarre à peine, je sais pas encore trop ce qui va en advenir, je sais qu'on va parler un peu de tout, il y aura du cinéma, mais il y a aussi comme vous avez pu voir de la guitare, on parle musique, on va parler bande dessinée, on va parler tout un tas de choses. J'espère donc que vous serez du voyage, et je vous dis à la prochaine. Et j'en profite quand même pour dire un petit merci en fin d'émission à mon frangin qui m'a filé ce très beau t-shirt ESC, qui n'assumait de toute évidence pas du tout. Voilà, merci mon frère, à la prochaine.